Ouest en particulier. Donc on va ce soir vous présenter le travail qui a été réalisé dans un accord-cadre entre la France et l'UICN. Je pense qu'il y a à peu près la moitié du public ici qui est familier avec l'instrument et une autre moitié un petit peu moins. Donc c'est presque du cours particulier, mais c'est tant mieux. N'hésitez pas, du coup, vu le format un petit peu réduit de l'audience, n'hésitez pas à intervenir. On va faire ça de façon relativement interactive et ouverte. Donc on va vous proposer deux parties dans cette session. Une première partie jusqu'à 8h où nous allons vous présenter l'accord cadre, son pourquoi, un petit peu sa structure, ses modalités, ses principaux résultats, quelques leçons principales qu'on a tirées de ce partenariat relativement original entre plusieurs partenaires français et l'UICN. Nous allons ensuite avoir un exposé plus détaillé d'un programme sur les aires protégées en Afrique de l'Ouest, qui va ouvrir donc sur un débat un petit peu sur ce qui a fait l'actualité depuis plusieurs mois, sur la situation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest, avec ces rebondissements dramatiques en matière de braconnage, à réfléchir ensemble un petit peu sur comment résoudre cette situation, quelle solution innovante apporter à ce qu'on a parfois appelé la crise de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Donc, 3 temps pour cette soirée. Donc, dans le premier temps, je vais laisser la parole à un partenaire essentiel de l'accord cadre, le ministère de l'écologie, qui, au nom aussi peut-être un petit peu du ministère des Affaires étrangères en France, va nous dire un petit peu pourquoi un accord cadre. Et sa parole sera croisée, complétée, éclairée par une analyse un petit peu équivalente du côté de l'UICN. Donc vous avez quelques minutes pour nous dire dans les grandes lignes finalement une coopération entre un pays comme la France et puis une organisation internationale comme l'UICN. Pourquoi? Pour quels objectifs? Jacques Louillier, je te laisse la parole. Merci beaucoup Gilles. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit Gilles, j'appartiens au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de France. Et en tant que chef de délégation, je représente aussi les autres ministères. Et c'est au nom des 3 ministères, celui d'Outre-mer, celui des Affaires étrangères et celui de l'écologie, que j'ai grand plaisir à vous accueillir. L'UICN et la France, c'est une longue histoire. L'UICN a été fondée à Fontainebleau en 1948 et lors de l'anniversaire des 50 ans, nous y avions dévoilé une plaque. Ce lien historique est dû notamment à de nombreux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui s'alarmaient déjà du déclin de la biodiversité. Et pour nous, ces différents ministères notamment, l'UICN est une organisation unique puisqu'on a l'habitude, et dans un mois on va aller, certains iront à Hyderabad pour travailler à l'avenir du protocole de Nagoya que nous avons adopté il y a 2 ans. Contrairement à ces conventions internationales, où on travaille surtout entre États, l'UICN est une organisation unique parce qu'elle rassemble justement la société civile, les ONG et les États. Et ça, pour nous, c'est extrêmement fécond. Et quelque part, on y trouve beaucoup d'informations, beaucoup d'idées.
l'UICN a toujours épaulé aussi la France, et lorsque j'étais au Muséum national d'histoire naturelle, nous avions bénéficié de l'appui de l'UICN et de Jean-Christophe Guy en particulier pour lancer la révision des listes rouges selon les nouvelles méthodologies, puisque à nos yeux, la liste rouge, c'est un peu notre espéranto en matière de conservation, c'est compris par tous dans le monde entier. Et ces listes rouges avaient été d'ailleurs relancées entre le muséum et le comité français de l'UICN. Alors, cette histoire un peu longue, eh bien, on a décidé de la formaliser et de l'inscrire dans la durée. Donc, 2 accords cadres déjà se sont succédés, 2005-2009, puis 2009-2012. Et l'objectif général de cette collaboration, c'est bien de promouvoir la gestion durable de la biodiversité, alors à la fois dans les pays du Sud, mais également à l'échelle de l'outre-mer européen, ce qui est une question extrêmement importante pour la France. Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que cet accord a plusieurs manières de s'exprimer. Tout d'abord, il y a un soutien au budget général de l'UICN, au corps fond, comme on dit quand on quitte la langue française. Il y a un appui aussi au travers d'assistants techniques, c'est-à-dire que ce sont des personnes françaises qui vont travailler dans les structures de l'UICN, dans des bureaux pour l'UICN. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'en matière de francophonie, cela crée un vivier d'experts, un vivier de personnes qui peut-être iront travailler ensuite dans les ministères ou ailleurs, mais qui connaîtront bien la maison, qui connaîtront bien l'UICN. Et pour nous, ces assistants techniques, c'est quelque part le vivier dans lequel les ministères peuvent aussi demander assistance. Et puis, bien sûr, la troisième modalité, celle que peut-être certains d'entre vous connaissent mieux, ce sont la réalisation de projets très concrets, et certains vous sont présentés ce soir. Alors, pour les ministères, si je prends un aspect plus politique et moins émotionnel, l'UICN, pour nous, est une organisation qui est avant tout axée sur le savoir, nombreuses commissions, nombreux experts, et qui, de ce fait, jouit d'une autorité reconnue dans le monde entier. C'est pour ça que c'est important, nos notions, elles ne sont peut-être pas contraignantes, mais quelque part, elles ont un poids moral. D'autre part, l'UICN joue, alors, selon des degrés divers en fonction des questions, mais l'UICN joue un rôle d'alerte et d'aiguillon. D'alerte, parce qu'elle va s'emparer de questions émergentes. Quand on est dans un ministère, on croule souvent sur le quotidien, sur des questions qui peuvent ne pas vous paraître importantes, mais auxquelles il faut pourtant répondre. Et donc, l'UICN joue un rôle d'alerte sur des questions émergentes, et bien souvent, au sein des assemblées générales, on commence déjà à les traiter. Et puis, elle joue aussi un rôle d'aiguillon, parce que parfois, elle pèse de son autorité, au travers notamment de certaines notions, pour parfois changer le cours des choses, voire stopper certains projets. Deuxième intérêt de cet accord, alors qui est purement franco-français, c'est de faire travailler ensemble des ministères. Et ça, c'est pas inintéressant non plus à l'échelle de la France. C'est-à-dire que ces ministères et l'Agence française pour le développement vont se parler régulièrement sur des projets très concrets. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Ensuite, bien entendu, pour nous, j'ai parlé déjà des assistants techniques, c'est de promouvoir l'expertise française et plus largement francophone dans toutes les instances de l'UICN, dans les commissions thématiques, en sollicitant notamment des établissements publics, des experts privés, c'est-à-dire des individus. Ça me paraît aussi très très intéressant. Alors, cet accord, on verra tout à l'heure son avenir, puisque je vous ai dit qu'il y en a 2 qui se sont succédés, donc 2012, c'est cette année. Je crois qu'il a contribué aussi à nourrir notre réflexion sur la stratégie nationale de la biodiversité, qui bien sûr a décliné les objectifs d'Aichi, mais je pense que les réflexions de l'UICN ont nourri aussi cette stratégie nationale de la biodiversité, et nous espérons que nos experts et nos réflexions ont participé aussi à la rédaction du programme de l'UICN. Cet accord permet aussi à la France de renforcer sa participation à la conservation de la biodiversité dans le monde entier. Je crois que c'est extrêmement important. Et enfin, notre accord cadre complète la palette d'outils de collaboration français en matière de biodiversité. Nous avons bien entendu des contributions aux organisations
multilatérales. Il y a le Fonds français pour l'environnement mondial. On a parlé déjà de l'AFD. Et donc cet accord contribue à renforcer la palette, à peut-être permettre une meilleure visibilité de nos actions. Et donc nous travaillons, l'ensemble des partenaires français, on travaille bien entendu sur un projet de nouvel accord pour les années à venir. Voilà, je ne serai pas plus long pour cette introduction, je pense que le mieux c'est de voir des exemples. Et je vous remercie beaucoup. Merci au ministère pour ces quelques mots. C'est peut-être on a raccourci l'UICN comme agent qui écologise les institutions françaises, qui renforce notre rayonnement dans le secteur de la biodiversité, qui l'opérationnalise, qui le fertilise, hein, on prend tous ces termes. Alors, quelle est du côté de l'UICN la vision de l'intérêt d'un tel accord cadre? Donc, Jean-Yves Pirot du secrétariat général. Merci Gilles. Alors, la vision, je vais essayer de faire pas trop romantique. Alors, pourquoi cet accord cadre et pourquoi nous y tenons? Moi, j'ai connu le secrétariat en 1990. La France est peu présente. Il y a... bon, vous avez compris que je commence par un rapport historique. La France est peu présente. Elle finance le bureau de Dakar. Il y a un Français président de la commission d'écologie, le professeur Poumon. Je suis quasiment le seul Français à niveau technique au siège de l'UICN. Au niveau technique, dans le secrétariat mondial, on doit être moins de... Les Français se comptent sur le doigt d'une main. Donc la France a un rôle assez dilué. Et j'en suis surpris. Parce que, en rejoignant l'UICN, je ne dirais pas le rôle que la France avait joué auparavant. Au même moment, bon, il n'y a pas certainement pas le comité français tel qu'on le connaît. Hein, existait-il même le comité français? Je ne sais pas. Alors cela jusqu'en 1998, parce que, comme l'a dit Jacques Trouvillier, il y a le 50e anniversaire, un grand forum de discussion, un gros investissement, je crois me souvenir, 1 million de francs suisses à l'époque, c'était 4 millions de francs français, c'est gigantesque pour un anniversaire. Et 400-500 personnes sont invitées, c'est un forum, comme vous le connaissez là, ces jours-ci à Jéjou, il y a des chefs d'État invités, des premiers ministres, des ministres, alors le DG de l'UICN rencontre le chef de l'État français, le Premier ministre, la ministre de l'Environnement. Alors on célèbre pour l'histoire commune et on décide de faire beaucoup plus en matière de collaboration et aussi vite que possible. Effectivement, quelques mois plus tard, un AT du ministère de l'écologie, Jean-Claude Jacques, est mis à notre disposition pour faire le lien entre le secrétariat et Paris. Et faire beaucoup d'autres choses, évidemment, au bureau de Bruxelles. Alors, c'était déjà on sent déjà une petite accélération jusqu'en 2001, où un nouveau directeur général est nommé, Hakim Steiner, et dans le mois de sa nomination en Suisse, il est invité, je dirais peut-être même convoqué, à Matignon, par deux conseillères environnementales du président et du Premier ministre, qui lui disent, qui nous disent, j'étais là, vous sentez-vous capable de donner une accélération sérieuse à la coopération France-UICN? Première question. Deuxième question, voulez-vous donner à l'UICN l'importance qu'elle mérite au plan des politiques environnementales mondiales? C'est vrai que quelques mois, peut-être un an, 18 mois avant, l'UICN avait obtenu le statut d'observateur aux Nations Unies, ça avec l'appui énorme de l'unité française aux Nations Unies, la délégation française. Alors la réponse de la commission est la suivante: je suis venu vous demander un appui financier, aussi sérieux que possible, pour faire que l'UICN joue un grand rôle au Sommet mondial du développement durable qui va se tenir dans quelques mois à Johannesburg. Donc, tout le monde est d'accord.
Donc à Johannesburg, on obtient donc, cette bourse du ministère de la Coopération, des fonds aussi du Japon, je dois le dire. Et puis à Johannesburg en 2002, dans un bâtiment vide prêté par une banque, la Nederbank, sur plusieurs étages, on organise un événement similaire à celui-là. Chaque jour, pendant 8 à 10 jours, 3 000 à 4 000 personnes passent la porte de l'immeuble pour assister à des débats, à des lancements, à participer à la rédaction de textes qui seront ensuite portés au centre Sandton officiel. Enfin, c'est un succès. On a sur la liste de Nelson Mandela, on a sur la liste de plein d'autres chefs d'État. C'est un succès. C'est un succès c'est un grand succès pour l'ICN. Je crois que sans la France, sans Hakim Steiner, on n'a jamais fait quelque chose de similaire. Alors, à partir de ce moment-là, la coopération s'accélère. En 2003, 2004, 2005, on développe quelque chose qui est un tout, qui a un contenu, qui s'appelle un vrai partenariat. Pas je te donne une bourse, tu fais ci, et si tu as bien fait, je te donne une bourse pour faire ça. Donc, rapidement, une coalition voit le jour à Paris. L'enthousiasme permet de rêver un accord qui ne sera pas simplement financier, limité à une contribution volontaire comme plein d'autres pays européens à l'époque, mais quelque chose qui sera programmatique. Donc un programme technique centré sur les priorités communes de la France et des ministères du ICN, les aires protégées, les îles, travailler en Méditerranée, dans la Caraïbe, certains aspects politiques, pousser IMOCEB à l'époque, qui est devenu DBES, un appui au niveau des ressources humaines, parce qu'on ne peut pas penser renforcer le savoir-faire français ou francophone dans le ICN sans ces ressources humaines. Et puis cette fameuse contribution volontaire qui est importante quand même. Alors le tout est important. Et on l'a augmenté avec des contributions, des partenariats. Alors, c'est pas. Il y a l'aspect financier, on signe quelque chose qui pèse 8 millions d'euros et on finit après 3 ou 4 ans avec 12, 13, je ne sais plus exactement millions d'euros. Oui, on augmente de 50%, mais c'était pas. Enfin, moi j'ai ressenti un enthousiasme de ces donateurs supplémentaires pour participer au partenariat. Voilà, alors dans le même temps, à partir de 2000, évidemment, le comité français s'organise, il se renforce, ce qui permet à la France de compter de plus en plus dans le concert des membres européens de l'ICN. Alors, ça c'était le premier accord. Le deuxième accord a permis d'accroître encore la coalition. Et j'espère que le troisième accord fera de même. Alors, en guise de conclusion, alors, évidemment, grâce à cet accord, depuis tout le travail accompli depuis 7-8 ans, la présence, la visibilité de la France est renforcée de manière énorme dans le secrétariat. Et la francophonie aussi au niveau du sein de l'ICN. Évidemment, l'aide au temps, évidemment. Puis bon, merci chers amis, je ne suis plus seul à la machine de café à Gland. Il y a beaucoup d'experts français qui ont été recrutés même en dehors de cet accord. Alors, la France joue, grâce quand même à la contribution volontaire, la France joue un rôle moteur dans le groupe et un rôle honnête et moteur. Dans le rôle des 6-8 donateurs qui conseillent la direction générale sur la mise en œuvre du programme, sur la gestion du secrétariat, puis au-delà sur quand même la marche de l'Union. Ça c'est important, c'est important pour moi, c'est fondamental. Grâce à cet accord, l'UICN a commencé à investir des thématiques qui étaient un peu orphelines, les îles, par exemple, pas de programme sur les îles. À ma connaissance, seule la coopération italienne, depuis le sommet mondial du développement durable, avait indiqué la volonté de travailler aussi sur les îles. Enfin, donc,
Italie-France. Et puis on investit des régions grâce à cet accord où les autres communautés européennes n'avaient pas d'intérêt, pas vraiment d'intérêt, comme la Caraïbe, l'Océanie, l'outre-mer européen. Donc l'accord permet à l'UICN d'avancer dans quelque chose qui lui est extrêmement cher, c'est sa région, son expansion, sa régionalisation de l'UICN. Et ça, c'est donc, sans oublier par exemple, la création du bureau. On n'avait pas de bureau en République du Congo, qui est le 3e pays, si ce n'est le 2e au niveau mondial pour la biodiversité. C'est grâce à l'accord qu'on a un bureau à Kinshasa. Donc c'est pour ces raisons, il y en a sûrement d'autres, hein, que nous tenons à la pérennité de cet accord. Hein, je ne suis pas le seul. Au niveau du Conseil, on tient à cet accord, au niveau du secrétariat, au niveau des commissions, beaucoup de gens tiennent à la pérennité de cet accord. Donc moi personnellement, évidemment, ayant contribué patiemment et passionnément, peut-être trop des fois, à son développement, j'espère qu'un 3e accord verra le jour dans les semaines à venir. Vous en avez plus que moi. Merci.